Bonjour à tous. Avant d'attaquer la vidéo, je voulais préciser que la plupart de mes affirmations et la plupart des choses que j'ai dites ont été dites et sourcées dans ce livre, Tim Burton, l'itinéraire d'un enfant particulier, qui m'a énormément aidé pour mes recherches sur chacun des films. Bon, c'est pas parfait, hein, il met un peu trop en avant ce film qui n'est pas réalisé par Tim Burton, je le rappelle, mais en fait, c'est un film que je vous recommande si vous voulez en savoir plus sur la vie de Tim Burton. Moi, il m'a beaucoup aidé. Allez, bonne vidéo. Bon, comme je vous l'ai dit, le tournage de Batman a été extrêmement éprouvant pour Tim Burton. C'est un film de blockbuster qui lui a vraiment laissé sur le carreau. C'est pour ça que pour son prochain film, Tim Burton voulait revenir à quelque chose de plus personnel, de plus intimiste. Un film qui a été refusé par la Warner et qui donc sera produit par la 20th Century Fox, Édouard aux mains d'argent. Édouard aux mains d'argent, c'est avant tout un dessin de Tim Burton durant son adolescence, le dessin d'un homme avec des ciseaux à la place des mains. Tim Burton se lia d'amitié avec la scénariste Caroline Thompson et, pendant la pré-production, lui montra le dit dessin. C'est alors que Caroline entra très rapidement dans l'univers de Burton et écrivit un script de 60 pages. Le scénario de Édouard aux mains d'argent était né. Burton développa son projet très tôt et proposa même de réaliser Édouard aux mains d'argent pendant qu'il réalisait Batman à la Warner. La Warner qui refusa, parce qu'elle voulait absolument que Burton réalise le deuxième volet de la saga Batman. Donc il se mit à la recherche d'un autre studio, et ce fut la 20th Century Fox qui récupérera le bébé. Si au début le film est prévu avec un budget de 8 millions de dollars, Joe Ross, le tout nouveau directeur de la Fox, voit en ce film un nouveau E.T. et décide donc d'allonger le budget à 20 millions de dollars. Et autant vous dire que ça a permis quelques folies. Par exemple, Burton a pu faire reloger tout un quartier de banlieue américaine pour pouvoir repeindre les maisons dans des couleurs flashy et pastel. Et cela permet également d'avoir un matador aux effets spéciaux, à savoir Stan Winston, qui avait déjà bien des faits d'armes à son actif. Pour la distribution, déjà Tim Burton avait vite choisi Winona Ryder parce que leur collaboration avait été très bonne sur Beetlejuice. Et ça tombait bien parce qu'à l'époque, Winona Ryder était la petite amie d'un acteur qui deviendra très vite l'acteur fétiche de Tim Burton. Un acteur avec qui il a signé énormément de films et dont la première collaboration sera sur Édouard aux mains d'argent, Johnny Depp. Pardon, je suis un énorme fan de l'acteur. Johnny Depp, à l'époque, était surtout connu pour être une idole pour adolescentes, un beau gosse dans 21 Jump Street, image dont il voulait se débarrasser, ce qui en fut l'occasion rêvée pour ce film. Il voulait tellement être dans ce film qu'il est allé jusqu'à rester alors qu'il a tourné de l'œil à cause de la chaleur des lieux de tournage qui se posait sur un costume en cuir noir étouffant. Ouais. À l'époque, c'était surtout Tom Cruise qui était envisagé pour le rôle de Edward.
Sauf que la statue de gigastar de Tom Cruise le poussait à être extrêmement capricieux. Et ça passait par le fait de modifier plein de trucs dans l'histoire, bref, comprenez que ça ne passait pas. Puis de toute façon, Burton préférait largement Johnny Depp. Mais si c'est le début d'une des plus belles collaborations acteurs-réalisateurs du cinéma, ce fut également et tristement la fin d'un autre acteur que symbolise ce film. Vincent Price. L'acteur qui a fait l'enfance de Tim Burton et qui joue ici le rôle du créateur d'Edward. Après ce film, ce fut son dernier rôle avant qu'il meure. Au moins il est parti en beauté. Et quand le film est sorti, autant vous dire que ça a été un énorme succès. Plus de 86 millions de dollars de recettes. Autant vous dire que la Warner s'est mangé les doigts d'avoir refusé ce film. Était-ce mérité? Voyons cela. De quoi parle ce film? Edward est un être humain fabriqué de toutes pièces, mais dont le créateur est mort avant de lui avoir fabriqué des mains, ce qui le condamne à avoir des lames à la place de ceux-ci. Des années plus tard, il est trouvé et ramené dans la banlieue pour le meilleur et pour le pire. Ce film est tout simplement magnifique. Du Tim Burton à l'état brut. Il faut déjà dire une chose, c'est que tout le film a été pensé pour être un conte moderne. Et donc, dans son esthétique et dans sa narration, il va tout mettre en œuvre pour mettre un parfum de conte. Certes, ça donne un ton et un rythme assez particulier, car il est très enfantin, mais ça donne aussi une poésie envoûtante. Cela commence d'abord avec le concept même et la narration de notre histoire, qui se sert de référence des contes pour enfants. Les deux plus évidentes sont bien évidemment Pinocchio pour le concept même du film et de l'être humain fabriqué, mais également La Belle et la Bête pour tout le côté d'une belle femme éprise d'un monstre que tout le monde rejette. L'aspect conte continue également dans la direction artistique du film. Les décors, tout d'abord, ont été faits pour renforcer un aspect enfantin, ce qui fait par exemple paraître la banlieue américaine pour quelque chose d'extrêmement artificiel, avec ses maisons aux couleurs pétaradantes qui s'opposent au manoir gothique, demeure de base de Edward. Vient ensuite le traitement des personnages. Alors certes, ce traitement n'est pas profond, mais il est très pertinent dans son aspect conte de fées. Car en plus de Edward, qui est un mélange entre Pinocchio et la Bête, comme on a vu, c'est aussi tous les autres personnages qui peuvent être des archétypes de contes de fées. Ainsi, Kim est évidemment la princesse qui passe même par un côté Blanche-Neige. La famille de Kim est la famille bienveillante villageoise. Le voisinage est un attroupement de sorcières se rassemblant souvent pour cracher leur venin. Nous avons même un curé puritain et une sorte de Gaston en la personne de Jim et un chasseur juste et bienveillant. Mais Edward reste la quintessence de cet aspect poétique. D'ailleurs, le personnage de Edward est extrêmement poétique, que ce soit dans le fond ou dans la forme, car il a connu ses premières émotions grâce à la poésie. Oui, pas drôle. Si nous faisions un peu de poésie. Il était une fois un vieil homme qui venait du Cap. Tous les jours, par tous les temps, il portait une cape. Des gens lui disaient parfois, « Oh, t'es là, elle tombe en ruine. » Et lui répondait, « Certes, elle est en ruine, mais c'est une si bonne cape, elle vient du Cap. » C'est ça. C'est ça, vas-y, souris. C'est drôle. C'est ça, c'est très bien. Et il a une innocence totale envers la société américaine pervertie, ce qui crée un décalage, et il ne s'exprime que par son art. Veux-tu que je te dise, c'était pas tant aide, ma parole. C'est bien notre famille que t'as sculpté. D'ailleurs, le choix de Johnny Depp était incontestablement bien meilleur que Tom Cruise, parce que Johnny Depp parvient remarquablement à ressortir toute l'innocence du personnage qui s'altère au fur et à mesure. Mais le point qui matérialise encore plus l'aspect conte, c'est la musique. Elle est douce, elle est onirique, avec quelques chorales et quelques mélodies faisant penser à une berceuse.
En plus d'avoir la mise en scène d'un conte, Édouard Robin d'Argent est un film dans lequel Tim Burton se lâche sur son ressenti et sur les messages qu'il veut faire passer. Comme on l'a vu plus tôt, Tim Burton s'est toujours senti en décalage avec le reste de la société américaine. Et les différents déboires qu'il a eus avec Disney et les pressions des producteurs de la Warner m'est avis qu'il avait envie d'exprimer beaucoup son ressenti sur ce décalage, mais en plus de cela, le traitement des productions et des sociétés américaines par rapport à l'art. Eh bien, Édouard Robin d'Argent est le film qui va explicitement parler de ces messages. Tout va se faire étape par étape. Tout d'abord, Édouard est un marginal reclus, thématique typique des films de Burton qui va être exposé à la société américaine. Société qui lui vend d'abord du rêve et qui a l'air magnifique au premier regard. Très rapidement, cette société va se servir de lui pour faire de l'art. Au départ, fascinée par son travail, elle va en abuser et surabuser au point de lui faire des choses terribles. Et ce, jusqu'à ce qu'il commence à se défendre et à se rebeller, ce qui va faire que la société va le percevoir comme un monstre. Il est évident que Burton s'exprime à travers le personnage de Edward. Dans le film, Edward, c'est Tim Burton. Et donc, la banlieue américaine peut être vue comme Hollywood. Hollywood qui va exploiter l'artiste qui fait rêver jusqu'à ce qu'il n'apporte plus son aura et donc va finir par le jeter à la poubelle. C'est presque prophétique quand on voit le reste de sa carrière. D'ailleurs, il est amusant d'y voir là l'exploitation de la thématique de la découverte d'un monde inconnu. Car ce monde inconnu, ici, c'est la société américaine, qui est traitée comme un monde ayant ses propres codes de société que l'on explore du point de vue de Edward. Tous ces éléments font de ce film une franche réussite et un succès commercial qui fit mordre les doigts de la Warner. Warner qui décida de rappeler Tim Burton, toujours pour réaliser la suite de Batman, mais cette fois-ci en lui laissant une liberté artistique totale. Ce qui donnera Batman le défi. Le fait que la Warner laisse une liberté artistique totale à Tim Burton encouragea ce dernier car il a toujours regretté de ne pas faire son Batman. Comme je vous l'ai dit, lors du premier, il a eu énormément de pression de la part de la Warner et il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait à cause des galères de tournage. Mais cette fois-ci, les choses allaient être plus simples. Michael Keaton avait déjà la confiance du public pour interpréter le personnage titre, et il remplit là pour ce rôle. Et Tim Burton était tellement à l'aise et voulant vraiment faire son propre Batman, qu'il n'accorda pas tellement d'importance à la continuité par rapport au premier Batman. Par exemple, dans le premier Batman, nous avions le personnage de Harvey Dent, interprété par Billy Dee Williams. Et bien là, il n'apparaîtra pas, et nous aurons le personnage de Max Schreck, interprété par Christopher Walken, dont personne n'avait entendu parler dans le premier film. Mais c'est surtout deux nouveaux gros noms qu'il faudra introduire dans l'univers de Batman, à savoir Catwoman et le Pingouin. Pour le rôle du Pingouin, des noms furent proposés comme Bob Hoskins, Dustin Hoffman, Christopher Lloyd ou John Candy. Burton voulait plutôt Marlon Brando, mais ce fut finalement Danny DeVito qui a été retenu pour le rôle qu'il interprétera tellement à fond qu'il mangera réellement du poisson cru à la chaîne. Et ouais, quand même. Et d'ailleurs, en parlant de Pingouin, même si Burton voulait s'éloigner du Pingouin de Burgess Meredith qu'il avait incarné dans les années 60, il le rappela quand même pour incarner le père du Pingouin. Sauf que l'acteur refusera. Et du coup, le père du Pingouin sera incarné par Paul Rubens. Oui, Paul Rubens de Pee-wee Big Adventure. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Le choix d'introduire le pingouin posera une contrainte sur le tournage, parce que si la moitié des pingouins que l'on voit dans le film sont des animatroniques, l'autre moitié se trouve être de véritables volatiles. Du coup, pour que les animaux puissent être à l'aise, le plateau de tournage devait être dans des températures extrêmement basses. Mais le personnage que voulait absolument intégrer Tim Burton dans son film, c'était Catwoman. Véritable symbole féministe, Catwoman fait partie de ces personnages extravagants et loufoques qui pouvaient apporter une symbolique intéressante autour de Batman. Par exemple, lors de la scène du bal masqué où ils sont seuls à ne pas avoir de masque, car leur masque,
c'est Bruce Wayne et Selina Kyle. Leur véritable personnalité, c'est Batman et Catwoman. Plusieurs actrices de tous horizons ont postulé pour ce rôle. Sigourney Weaver, Jennifer Jason Leigh et même Madonna ont passé le casting. Et il y en a une qui voulait être par-dessus tout le rôle, c'est Sean Young. Elle est quand même allée traquer Burton dans les studios de la Warner avec un costume de femme-chat. Ouais, elle devait avoir vraiment les boules de ne pas avoir endossé le rôle de Vicky Vale. Mais ce sera Annette Bening qui endossera le rôle jusqu'au dernier moment où elle apprendra qu'elle est enceinte. Décidément, cette saga n'a vraiment pas de bol avec ses personnages féminins, hein. Du coup, elle sera remplacée par Michelle Pfeiffer qui était prête à faire ce tournage gratuitement. Heureusement, c'est elle qui fut retenue parce que Burton avait adoré son interprétation. Enfin, heureusement pour nous, pas pour elle. Non, parce que de son côté, en plus de devoir s'entraîner au fouet, Michelle Pfeiffer a dû supporter le costume. Un costume ultra serré en caoutchouc qui l'empêchait de respirer et de bien entendre ses propres répliques, et qui ne la protégea même pas du froid du plateau. Autant vous dire que le tournage a été une torture pour elle. Lors de sa sortie au cinéma, le film fut une première au niveau technologique, car ce sera le premier film à bénéficier de la technologie Dolby Digital. Et le film sera un succès critique et commercial, mais moins impactant que son grand frère, parce que beaucoup de critiques lui reprochent sa violence. Si bien que McDonald's, qui avait prévu un partenariat avec eux pour la gamme Happy Meal, se rétractera au dernier moment. Était-ce mérité? Voyons cela. De quoi parle ce film? Batman a fort à faire avec un criminel nommé le Pingouin qui attaque régulièrement la ville avec son gang. Mais ses ennuis ne s'arrêtent pas là avec l'arrivée d'une autre criminelle, Catwoman. Le mot que l'on puisse dire avec ce film, c'est qu'effectivement on ressent beaucoup plus la patte de Tim Burton. Cela se voit déjà au niveau visuel. Là où le premier était un mélange de steampunk et de gothique, ici les décors vont beaucoup plus pencher au côté gothique. Ce qui va donner à Gotham une certaine ambiance, une certaine atmosphère. Une autre chose très intéressante visuellement dans ce film, c'est l'exploitation de la symbolique. Je ne veux pas parler de setup payoff, parce que dans le cadre d'un setup payoff, on vous montre des choses concrètes qui vont être servies dans ce film. Non, là, je parle vraiment d'images symboliques. Comme par exemple le bébé pingouin qui tue un chat, annonciateur de sa future trahison. Ou les ombres projetées sur Selina qui forment le masque de Catwoman. Burton s'amuse à caser régulièrement des signes annonciateurs de la suite qui sont très intéressantes à revoir rétrospectivement parlant. Il y a également une modification dans le thème de Batman. On garde à peu près le même, mais on lui donne un aspect plus conte, plus onirique. On le rend un peu plus aigu, un peu plus mélodique. Ce qui contribue à mettre de l'irréel dans le réel. Je veux me permettre d'en parler maintenant parce qu'il y a deux points que j'aimerais aborder après, mais au niveau de la thématique, on est encore une fois en plein dedans avec celle des marginaux, notamment le personnage du pingouin. Et il est intéressant de voir ici une métaphore de comment les puissants manipulent les marginaux pour arriver à leur fin. Car en effet, si c'est d'abord le pingouin qui tente de faire marcher Max Schreck dans son plan, Max Schreck le manipule très rapidement pour le faire aller en sa faveur et se servir du rejet que le pingouin a subi pour arriver à ses fins. Des riches qui manipulent des marginaux pour les faire haïr la société, ce qui leur permettra d'arriver à leur fin derrière. Ça ne vous rappelle pas légèrement quelque chose? Avant de passer à la suite, il faut que je réponde à une question. Est-ce que ce film est si violent que ça? Eh ben, pour être honnête, si effectivement il est un peu plus graphique que son prédécesseur, dire qu'il est violent, c'est un peu exagéré. Je veux dire, pour l'époque, on a vu bien pire.
Par contre, une chose à dire, c'est que ce film est mais alors très sexuel. Ça parle beaucoup de cul dans ce film et ça enchaîne allusion sur allusion. Juste le petit minot que j'avais envie de voir. Il fait frisquet ici. Je vais te réchauffer. Mais malgré tout, je trouve ce film beaucoup moins bien maîtrisé que le premier. À cause d'un personnage. Oswald Cobblepot. Je trouve que c'est beaucoup plus un boulet dans ce film qu'autre chose. C'est dommage parce que visuellement parlant, le personnage en lui-même amène beaucoup d'une esthétique gothique intéressante. Sauf que malheureusement, il y a le reste. Déjà, je ne supporte pas le design de son gang. Sérieusement, le cirque, vous pouviez pas trouver quelque chose de plus original? Ensuite, le personnage en lui-même apporte de la lourdeur dans le message féministe du film. Vous êtes si bon chic, bon genre que pour la jeunesse, vous êtes un rêve. Et toi, t'es si beau cul, belle gueule, que pour un gentleman, tu es un rêve. Parce que l'introduction du personnage de Catwoman, c'était pas suffisant, hein. Fallait faire du pingouin un gros boss. Et l'histoire et l'attitude du personnage en général se marient mal avec le ton sérieux et violent du film. Je veux dire, d'un côté, on a des passages violents et tragiques, et de l'autre, des gags qui frisent le ridicule. Le film ne sait pas sur quel pied danser à ce niveau-là. Par exemple, là où le Joker avait un plan général préparé, détruire Gotham, et on prend le temps d'amener la manière dont la stratégie du Joker va être contrée, ici, rien n'a de sens de ce côté-là. Déjà, le pingouin n'a pas un, mais 4 plans, dont 2 qui ne sont pas de lui. Devenir maire, salir la réputation de Batman, enlever les enfants des riches et détruire Gotham avec des missiles accrochés à des pingouins. Oui, je sais, oui. Quand je vous disais que les tons se mélangeaient mal. Et bah les 4 plans se résolvent à la va-vite. Un petit enregistrement vite fait pour détruire 2 de ces plans, un piratage on ne sait comment des fusées du pingouin, et un cassage de bouche hors champ des spires qui kidnappent les enfants. Ce personnage patauge tellement, ça se voit que Tim Burton voulait pas en faire un bon traitement. Surtout quand on compare l'excellent traitement qu'il a fait avec Selina Kyle. Outre la portée féministe du personnage, qui est le message le moins intéressant car parasité par... Oswald Cobblepot, pour combler le vide. C'est à elle que j'aimerais combler le vide. Voilà. Ce qui apporte énormément, c'est sa dualité avec Batman. Tantôt ennemi, tantôt amant sans le savoir, tantôt amant en connaissance de cause, les deux personnages évoluent par cette relation où ils ont tous les deux l'impression qu'enfin, ils trouvent quelqu'un qui leur ressemble. Là où la folie du Joker et la folie de Batman entraient en opposition, la folie de Batman et la folie de Catwoman entrent en symbiose. Tous les deux portent des masques de gens normaux de la vie de tous les jours. Tous les deux cachent une forme de folie, ils cachent une forme de crainte. Ça peut être mortel de manger du gui. Mais un baiser, ça peut être mortel aussi si on aimait son cœur. Oh, un baiser sous le gui. Vous savez, ça peut être mortel de manger du gui. Un baiser aussi, ça peut être mortel. Si on y met son cœur. Et ça rend la relation encore plus intéressante, encore plus belle. Et la séparation des deux personnages vient tout simplement de la manière de gérer cette part d'ombre en eux. Là où Selina sombre dedans, Bruce la maîtrise. Et c'est là la seule différence qui change tout. Dommage qu'il y ait ce putain de pingouin qui gâche tout le film. Enfin bon, ce n'est pas une daube, hein. C'est un film très bien, mais c'était clairement pas un des meilleurs de Burton. Contrairement à son prochain film, L'étrange Noël de... Ah, attendez, je vais voir ce qui se passe. C'est quoi ce bordel ? Oui, bonsoir. Non, ne vous inquiétez pas, la vidéo n'est pas terminée. Non, voilà, en fait, je vous explique. À la base, lors de ce passage, je voulais faire un caméo avec Axel Cartoon à la cave, dans lequel on aurait fait une parodie de la chanson de Oogie Boogie de L'étrange Noël de Monsieur Jack.
Le but de cette parodie était d'expliquer en quoi il ne fallait pas parler de l'étrange Noël de Monsieur Jack dans une rétrospective sur Tim Burton. Parce que, comme il faut le rappeler, ce n'est pas Tim Burton qui a réalisé l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est Henry Selick qui a adapté le film d'une histoire de Tim Burton. Donc non, Tim Burton ne devait pas être cité. Et en fait, le sketch, c'était que justement, Axel expliquait les raisons pour lesquelles on ne devait pas parler de l'étrange Noël de Monsieur Jack en interprétant une parodie des paroles de Oogie Boogie. À la base, je lui avais proposé, on était super chaud pour le faire, mais ça n'a pas pu se faire. Alors, je tiens à le préciser, c'était pas du tout la faute de Axel. Axel s'est mis en quatre pour qu'on le fasse. Il a proposé des idées, il a été hyper participatif, hyper à fond pour que ça puisse se faire. Mais en termes d'organisation, en termes d'emploi du temps, en termes de problèmes géographiques, ça commençait vraiment à être trop lourd à gérer pour moi, et faut dire ce qui est, je ne me suis absolument pas bien organisé de ce côté-là. Donc voilà, mais malgré tout, étant donné que Axel a quand même pris du temps pour qu'on fasse ça à deux, et que ça m'a fait vraiment chier d'annuler à cause du temps que lui-même avait pris pour m'aider. Donc voilà, je voulais quand même vous parler pour vous faire un peu de pub pour sa chaîne YouTube à lui. Alors je vous conseille d'aller voir, donc c'est la chaîne YouTube, c'est Axel Cartoon à la cave. C'est une chaîne YouTube qui parle d'animation. Je sais qu'actuellement il travaille sur un gros projet de fiction, et je vous avoue que moi personnellement il me met la hype avec les screens qu'il partage. Mais je vous conseille vraiment de suivre sa chaîne, c'est vraiment de l'excellent travail. Et je pense que les prochaines vidéos qu'il fera seront tout aussi excellentes. Voilà, bon bah on va reprendre la rétrospective. Désolé pour cette interruption. Gros bisous à tous et bonne vidéo. Donc je disais le prochain film de Batman, Ed Wood. Mais avant de commencer, qui est Ed Wood? Edward Davis Wood Jr., dit Ed Wood, est un réalisateur qui a surtout exercé dans les années 50, et pas n'importe quel réalisateur, car il est considéré comme le pire réalisateur de tous les temps, avec des films qui sont tellement mauvais qu'ils en sont devenus cultissimes, comme Glenn or Glenda, La fiancée du monstre, et son film le plus célèbre, Plan 9 from Outer Space. On peut dire qu'il est le réalisateur de nanar le plus célèbre au monde. Et j'ai bien dit de nanar, parce que ces films sont tellement mauvais qu'ils deviennent plaisants à regarder. Le mec était vraiment passionné par ses projets. Il était persuadé d'être le prochain Orson Welles. Il était persuadé de réaliser le prochain Citizen Kane. Rien que ça. On sent vraiment le côté personnel que mettait Ed Wood dans ses films. Par exemple, Glenn or Glenda était quasiment autobiographique car il traite du travestissement, Ed Wood étant lui-même un travesti. Ou le fait qu'il embauchait des acteurs qu'il admirait comme Bela Lugosi, un des premiers interprètes de Dracula. Passer de Dracula à Ed Wood. Nom de Dieu. Ou sa femme, Dolores Fuller, qui apparaissait très régulièrement dans ses films. Il est évident qu'Ed Wood avait un amour sincère pour le cinéma, mais n'avait pas le talent pour être réalisateur. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que la fin de sa vie sera bien plus sombre. Forcé de jouer et de tourner dans des films pornographiques gays, il mourra à 54 ans à cause de son alcoolisme. Toutefois, ces films et son nom connaîtront une certaine postérité, car en effet, ces films sont très souvent cités dans des œuvres de pop culture pour lui rendre hommage. Et le plus bel hommage que l'on retrouve actuellement, c'est le film de Burton. Ed Wood est une idée à la base de Scott Alexander et Larry Karaszewski, qui écriront un scénario sur Ed Wood en s'inspirant notamment du livre de Rodolphe Gray, Nightmare of Ecstasy. Une biographie très complète sur Ed Wood.
À la base, ils avaient proposé le projet à Michael Lehmann avec Burton et Denise Dinovi, productrice qui avait déjà travaillé plusieurs fois avec Burton. Sauf que Lehmann se fit contacter pour réaliser le film Airheads et Burton, à la base, devait réaliser un film nommé Mary Riley, commandé par la Columbia. Mais il abandonna le projet à cause de différends avec cette dernière qui voulait Julia Roberts dans le rôle titre et accélérer le projet. Burton était très intéressé par le projet Ed Wood, déjà parce qu'il s'était fortement identifié au réalisateur, mais en plus de cela parce qu'il avait grandi avec Plan 9 from Outer Space. Et aussi parce que la relation entre Ed Wood et Bela Lugosi, cette relation fan-acteur qui s'est changée en relation complice, lui a fait beaucoup penser à sa relation avec Vincent Price. Il s'attela donc à la réalisation et voulut tourner son film en noir et blanc pour rendre un côté hommage aux années 50. Ce qui ne fut pas du tout du goût de la Columbia, qui décida de se retirer du financement du film et d'abandonner le navire. Autre particularité, c'est qu'il a fait ce film sans storyboard. Il a fait en fait ce film avec le strict minimum d'éléments sur le plateau pour se rapprocher le plus possible d'une réalisation à la Ed Wood. Finalement, ça sera Disney qui, via sa société Touchstone Pictures, qui viendra produire le film pour 18 millions de dollars. En effet, le film L'étrange Noël de Monsieur Jack ayant eu du succès, Disney voulut faire des petits appels du pied pour inciter Burton à bosser pour eux. Par ailleurs, le film Ed Wood sera une première dans la filmographie de Tim Burton, car ce ne sera pas Danny Elfman qui fera la musique de ce film, parce qu'il travaillait sur L'étrange Noël de Monsieur Jack, et qu'il y avait pas mal de tensions entre lui et Burton à l'époque. Ce sera Howard Shore qui s'attellera à la musique de Ed Wood. En ce qui concerne la distribution, très rapidement, Burton se tourna vers Johnny Depp pour incarner le rôle titre. Dans le rôle de Bela Lugosi, ce fut à Martin Landau que fut confiée la charge de l'interprétation. On y retrouvera également Lisa Marie dans le rôle de Vampira, avec qui Burton s'était mis en couple à l'époque, ainsi que Patricia Arquette pour Cathy O'Hara, Sarah Jessica Parker pour Dolores Fuller, Bill Murray pour Bunny Breckinridge et Jeffrey Jones pour Chris Well. Et qui dit hommage dit forcément caméo. Ici, nous en avons notamment deux, à savoir Conrad Brooks, un acteur récurrent des films de Ed Wood, et Gregory Walcott, l'un des acteurs principaux de Plan 9 from Outer Space. Lugosi a l'air extrêmement âgé. Et quel rôle joue Vampira? Vampira? Pourquoi ça? Elle est là, me semble-t-il. Et je me permets un petit dernier, parce que mon côté catcheur l'exige. Pour incarner l'ancien catcheur Thor Johnson, il fut sélectionné un autre ancien catcheur à l'époque, George the Animal Steele. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout le casting a été extrêmement impliqué dans le tournage. Ainsi, Johnny Depp, en plus de Ed Wood, s'inspirera de jeux de Andy Hardy, Ronald Reagan et même Orson Welles pour peaufiner son rôle. Martin Landau visionnera pas moins de 35 films avec Bela Lugosi afin de reprendre ses mimiques et ses tics. Patricia Arquette rencontrera la véritable Cathy O'Hara et Bill Murray se fera épiler le torse pour se rapprocher du personnage de Bunny alors qu'à aucun moment son torse n'est découvert. Malheureusement, ce film aura une distribution totalement déplorable. Ce qui fait que sur les 18 millions de budget qu'il a eu, il ne fera que 5 millions de recettes, ce qui fera son plus gros four encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas les recettes qui montrent qu'un film est qualitatif. Les retours critiques sur Ed Wood sont très bonnes et le film aura même 2 Oscars, un pour les meilleurs maquillages et un pour le meilleur acteur dans un second rôle. Était-ce mérité? Voyons cela. De quoi parle ce film? Ed Wood est un jeune réalisateur, passionné mais manquant cruellement de talent. Nous allons suivre la réalisation de 3 de ses films, Glenn ou Glenda, La fiancée du monstre et Plan 9 from Outer Space. Une chose à dire concernant ce film, c'est que bien que beaucoup d'anecdotes racontées dedans soient réelles, comme le fait que Bela Lugosi devait agiter les tentacules de la pieuvre pour La fiancée du monstre, ou alors le fait que l'équipe a dû se faire baptiser pour obtenir les fonds de Plan 9 from Outer Space,
Chloé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le fait que beaucoup de dialogues et d'interactions entre les personnages aient été documentés et sourcés, on ne peut pas dire que ce film soit vraiment biographique. Je dis ça parce que le film malgré tout prend pas mal de liberté avec la vie de Ed Wood, comme la première de Planet from Outer Space qui est présentée comme un succès phénoménal. Ça s'est pas du tout passé comme ça, hein. Ou comme la rencontre avec Orson Welles. Ed Wood et Orson Welles ne se sont jamais rencontrés et n'ont jamais interagi ensemble. Et je vous avoue que je suis un peu dubitatif sur ce choix. Je veux dire, quand tu te prétends être un film biographique, tu te dois quand même un minimum de sérieux, surtout sur des sujets traçant du fait réel. Mais de l'autre côté, ce n'est pas quelque chose fait dans un cadre bête et méchant. Ça sert un propos artistique. Un propos artistique qui, même si je n'en suis pas fan, est excellemment traité. La glorification de Ed Wood. Il est évident que Burton voulait que Wood soit représenté avant tout comme un optimiste, un artiste ayant sa vision de l'art, ses thématiques, ses inspirations, et qui se donnait toujours à fond dans ses films, ce qui le rendait concrètement attachant. Car Ed Wood, c'est un personnage totalement à part, je dirais même que c'est un marginal. Et là, on rentre tout de suite dans la thématique de Tim Burton, les marginaux. C'est en tant que marginal que Ed Wood est glorifié. Et ce n'est pas le seul, parce que le film présente une pléthore d'acteurs et de personnages hauts en couleur. Bunny le trans, Bela Lugosi la célébrité déchue, Chris Well le magicien, Thor Johnson, Vampira, tous les personnages de ce film sont des marginaux à leur manière, et le film va les mettre en avant sans renier ce qui les a fait déchoir et tomber dans les films de Wood. Car oui, le film reste honnête sur ce qu'était Ed Wood. Un très mauvais réalisateur qui a fait plusieurs erreurs de débutant, comme ne pas faire plusieurs prises d'une même scène. Elle est bonne la suivante. Vous voulez pas une autre prise par sécurité? Pourquoi par sécurité puisqu'elle est parfaite? Venez. Ou encore ne pas faire gaffe à des éléments du décor, au faux raccord, ses choix artistiques douteux, bref, tout ce que l'on sait de la carrière de Ed Wood. Le public ne remarquera rien. Filmer, c'est ne pas s'attacher aux détails, c'est la vision d'ensemble qui compte. D'ailleurs, c'est là où le film est également pertinent et intelligent, car non content de nous présenter ses personnages, il va également nous parler de cinéma. D'abord, le film est un véritable pastiche du système hollywoodien, ce qui va surtout passer par les producteurs qui sont tous présentés comme des sales types. Entre celui qui veut faire des films pas chers et débiles, celui qui veut imposer des décisions stupides, et celui qui veut quasiment tout contrôler, autant vous dire que les studios en prennent plein la tronche. Mais ce n'est pas seulement ces éléments que le film va montrer comme problématiques. Tout le long du film, le film va disséminer des éléments accusant la société hollywoodienne, comme le mépris que l'on fait pour les vieilles célébrités. J'ai raccompagné Bela Lugosi. Je croyais qu'il était mort celui-là. Non, il n'est pas mort, il vit. Enfin, je crois. Il est vieux et fatigué, mais c'est toujours Bela Lugosi et il est très gentil. Moi, en tout cas, je suis incapable de me rappeler dans quel film je l'ai vu. C'est ça qui est dommage, c'est un très grand acteur et aujourd'hui, on n'en peut plus. Il t'a signé un autographe? Ou le public qui peut se montrer violent et stupide. Mais dans Ed Wood, le film ne se contente pas d'être un pastiche de l'industrie hollywoodienne. Il est également une déclaration d'amour du cinéma bis, du cinéma pas cher et loufoque. C'est un véritable nouveau monde dans lequel il nous entraîne, aussi bien dans l'intradiégèse que dans l'extradiégèse. Dans l'intradiégèse, c'est plutôt simple. En plus de nous montrer des anecdotes de tournage sur les films de Ed Wood, ou encore les moqueries de la société américaine, le film nous emmène directement dans les coulisses de réalisation de ce genre de film, avec les maquettes, les marionnettes, les décors ou la direction d'acteurs. On a même une scène qui nous montre explicitement le principe même du nanar, un film tellement mauvais qu'il en devient drôle. Mais uniquement quand il estime qu'il peut vraiment passer pour une femme. Ah non! Le maquillage, les vêtements, les formes féminines. La plupart des travestis ne souhaitent pas changer. C'est drôle, non? Il a du mot. Dans l'extradiégèse, tout passe par la mise en scène du film, qui va utiliser beaucoup d'aspects et d'astuces visuelles qui font vieillot ou qui font cinéma bis.
Ne serait-ce que par exemple le fait de tourner en noir et blanc, ce qui accentue le côté vieux du film. Mais également par des effets de montage et d'incrustation qui font volontairement faucher. On sent par ce montage et ce traitement tout l'amour de Burton pour le cinéma de genre, le cinéma bis, le cinéma de série B et Z. C'est limite si on a l'impression que c'est là-dedans que se trouve le véritable art, ou du moins le véritable esprit artistique. Et en ressentant cette inspiration, on comprend pourquoi Burton se sentait si proche de Wood. Parce que lui aussi, il avait ses acteurs fétiches, lui aussi, il embauchait souvent sa femme, comme on verra plus tard, et lui aussi avait un modèle datant du vieux cinéma. Bela Lugosi pour Ed Wood, Vincent Price pour Burton. C'est même l'une des histoires centrales du film, cette relation nouée de respect et d'amitié, sachant qu'en plus Vincent Price était décédé récemment. On sent que cette perte a marqué Burton au point de creuser dans la mise en scène de la retranscription de ce qu'était Lugosi pour Wood, la vision d'un fan pour un artiste. Cela passe par le déni du fan sur les problèmes de l'artiste, la vision mystique qu'il peut avoir à la découverte de son côté humain, car l'artiste s'est ouvert de plus en plus à lui, ce qui rend leur relation d'autant plus attachante. Le tout campé par des acteurs excellents, à commencer par Johnny Depp, qui arrive à nous interpréter l'optimisme et la fascination de Ed Wood, la passion qu'il a pour l'art cinématographique et sa manière de réagir aux imprévus. Si je devais résumer ce qu'est Ed Wood, je dirais que Ed Wood, c'est avant tout un film de personnage. Un excellent film de personnage. Parce que comme Ed Wood, Burton n'a pas travaillé avec de script director. Comme Ed Wood, il a beaucoup composé avec ses acteurs. Le talent en plus, bien évidemment. Et c'est peut-être pour ça que, visuellement, le film ne laisse pas beaucoup entrevoir de carnaval gothique, même si quelques visuels ont échappé de Tim Burton. Ce film est sans doute l'hommage le plus sincère et le plus émouvant que Burton aura fait pour un artiste. Dommage que ce film soit un four monumental, et n'aura son statut de film culte que bien plus tard. Toutefois, Burton n'en avait pas fini avec les films des séries B des années 50,